lance un live pour vous préciser toutes ces règles qu'on a jouées à notre sauce. Alors, il faut que j'arrive sur mon live. Ça va être à peu près bien. Comme ça, je verrai si vous avez des questions. Hop là. Bien. Et bienvenue pour cette nouvelle vidéo destinée à aborder des points de règle sur Erune. Aujourd'hui, on va aborder 4 ou 5 points de règle, peut-être un peu plus. Et on va commencer par les lister, ces points de règle. Donc on va revoir le tour des joueurs, le tour complet d'ailleurs du jeu, en reprenant des points de règle, notamment l'exemple de la page 28. Ensuite, on va pouvoir revenir sur la mort d'un aventurier, ses conséquences vis-à-vis des gains de points d'expérience en fonction de ses choix. Ensuite, on va pouvoir revenir sur les déplacements, les interruptions, avec des exemples. J'en ai préparé quelques-uns sur le plateau. On va parler de la ligne de vue également au travers d'un exemple. On va traiter le cas particulier d'un sort, quel sort de séisme, qu'on a mal joué lors de la dernière partie, et pour pouvoir justement mieux comprendre un petit peu les particularités de ce sort. Et puis enfin, on va peut-être commencer d'ailleurs par là, parler de zone d'attaque et de défense, et on va commencer par ce sujet-là. Donc je vais vous présenter des précisions sur certaines règles des runes, et pour ce faire, on va passer au travers d'exemples, et on va commencer par le point numéro 1, zone d'attaque et zone de défense. Donc la zone d'attaque. Donc la zone d'attaque, pour un personnage lambda, d'ailleurs je vais pour un personnage sans attaque en diagonale, la zone d'attaque, ce sont ces 4 points-là. Donc j'ai pris la magicienne comme référence. Donc la zone d'attaque de la magicienne, c'est ce T. Elle peut attaquer le squelette qui est en face d'elle et les 2 rats qui sont sur ses côtés. Maintenant, on va parler de la zone de défense. Donc, la zone de défense, elle est constituée par la zone d'attaque. Donc, je vais remettre ici un dé pour la zone d'attaque. Et puis, finalement, tout ce qui n'est pas derrière la magicienne. La zone derrière la magicienne permet de réaliser des attaques de dos. Dans le jeu Erune, les attaques de dos sont déclenchées dès lors que la ligne de vue ne traverse pas la zone de défense de l'aventurier, du personnage qui se fait attaquer. Donc voilà, zone d'attaque et zone de défense. Typiquement là, si le gobelin dispose d'un talent ou d'une arme permettant d'attaquer en diagonale, il va réaliser une attaque de dos. Alors, sur une attaque de dos, est-ce qu'on peut riposter? Après discussion sur le forum Discord d'Arcada Studio, oui, une riposte est permise et même, donc on peut générer des attaques éclairs. Par contre, non, excusez-moi, on ne peut pas générer des attaques éclairs dans le dos. On ne peut générer des attaques éclairs que lorsque la zone d'attaque est impliquée. Donc voilà pour le point des zones et la riposte qui est déclenchée même quand on tourne le dos à l'assaillant, parce que oui, quand on tourne le dos à l'assaillant, il est possible de se défendre avec son jet complet de défense. Voilà, bon, la magicienne est en bien mauvaise posture, puisque en fait, il y a 4 assaillants à ses côtés. Elle va donc choisir de lancer un sort, plutôt que d'essayer de les dégommer un par un, elle va décider de lancer le sort de séisme. Le sort de séisme, c'est un sort de terre de niveau 3. Je vais poser 3 jetons dessus. Jusque-là, tout va bien. Qui indique, donc c'est un sort de combat, qui indique d'infliger 1 dé de combat imparable à chaque personnage d'une pièce, pour chaque case qu'il occupe. Donc personnage, ça veut dire que elle va également prendre des dégâts. Et on va commencer par son dégât à elle. Donc, et là où c'est important de noter la particularité du sort de séisme,
c'est que pour chaque personnage, on va lancer un dé et non appliquer un dé lancé une fois et le résultat serait décliné sur l'ensemble des personnages. Donc là, on va lancer le dé d'abord par la magicienne, donc il ne lui arrive rien. Ensuite, on va appliquer le même effet sur le rat de droite, le rat de droite, le rat de droite est mort. Idem pour le rat de gauche qui décède. Le gobelin dans son dos décède également, puisque je vous rappelle que le dégât est imparable, que ces monstres n'ont qu'un seul point de vie. Et enfin, le squelette. Le squelette décède, carton plein pour la magicienne qui a bien fait de lancer ce sort. Maintenant, la particularité, c'est que chaque personnage doit lancer un dé. Voilà donc pour le sort de séisme et dés de combat. Maintenant, on va parler de ligne de vue. En effet, lors de la dernière partie, j'ai indiqué que la ligne de vue était à 360 degrés, ce qui est totalement faux. En effet, ici, l'archer squelette sur ce plateau tourne le dos au gardien, donc il est hors de sa ligne de vue. La ligne de vue, en fait, doit passer, comme l'attaque de dos, doit passer par la zone de défense pour pouvoir. Donc, en fait, si on prend la ligne de vue, c'est la règle est page 17, donc on va reprendre. On ne sait pas par la zone de défense. Je vais vous indiquer ce qui n'est pas dans la zone de ligne de vue. Donc, ce n'est pas dans la zone. Voilà. Toute cette zone-là n'est pas dans la zone. Donc, la ligne de vue. Et donc, une petite ambiguïté peut-être dans les règles, puisque on ne sait pas si la ligne de vue serait peut-être ainsi, d'ailleurs. J'aurais envie je pense qu'elle peut être ainsi, puisqu'il tourne vraiment le dos, donc ça ne passe pas par la zone de défense, donc la ligne de vue. Voilà. Donc ça veut dire que bon, il pourrait se tourner d'un quart de tour déjà, l'archer pourrait y voir quelque chose. S'il se tournait d'un quart de tour, il serait sûr d'avoir le gardien dans sa ligne de vue. Mais là, il est dans son dos, donc il ne peut pas l'attaquer, parce qu'il ne peut pas le voir. Maintenant, la ligne de vue, ce qu'il faut, c'est avoir une ligne droite sans obstacle entre le centre d'une case et le centre d'une autre case. Alors sans obstacle, obstruant la vue, hein, si je mets un tonneau ou un autre personnage, ce ne sont pas des obstacles. Une table, ce n'est pas un obstacle. Une armoire, on n'en a jamais collé en plein milieu de la pièce, donc ça va pour ne pas cacher. Bien sûr, les montants d'une porte, ce sont des obstacles, et donc, mettons, voilà, qu'on se mette ici, et que mes deux dés noirs, parce que là je ne vais pas sortir une porte, que mes deux dés noirs matérialisent les éléments de la porte, alors, pour que la magicienne puisse voir le gardien n'est pas visible. D'ailleurs, le squelette n'est pas visible non plus. Je recule le gardien d'une case. Le gardien n'est pas visible. Voilà. Je recule encore le gardien d'une case. Il n'est toujours pas visible. Je le recule encore d'une case. Il est visible. Voilà. Là, c'est en limite et non, ça tape le montant extérieur de la porte. Voilà. Donc pour que les monstres, pour que lui soit visible, il faut qu'il aille dans cette zone-là. Et puis l'archer, lui, n'est pas visible. Donc, ligne de vue, il faudra qu'on reprenne la situation. Maintenant, on va repartir sur les déplacements. Donc sur les déplacements, plusieurs points à noter. Premier point, nous avons la situation où le rat, le tonneau et l'archer sont positionnés ainsi sur le plateau de jeu. Alors l'archer a une particularité, c'est qu'il peut se déplacer en diagonale. Mais là, il a deux éléments qui le contraignent, le tonneau et, et le rat, et donc il n'a pas la possibilité de traverser en diagonale
parce que ça obstrue son déplacement. Il faudrait qu'il ait la place de faire l'un des déplacements finalement en, en L pour avoir le droit de finalement prendre son raccourci en diagonale. Il en va de même quand on veut passer une porte. Si on veut passer une porte, alors on ne peut pas faire les raccourcis qu'on a fait, que les monstres ont fait, que les personnages ont fait. Pour passer une porte, il faut se présenter face à la porte et la passer tout droit. Et après, on peut éventuellement prendre euh, faire ses virages une fois qu'on a passé l'encadrement de la porte. Mais on ne peut pas couper par rapport à la porte. Il faut avoir passé totalement la porte pour commencer à zigzaguer. Voilà pour le déplacement, enfin pour une première partie du déplacement. Parce que un déplacement, s'il est interrompu par une action de base, donc les actions de base sont nombreuses, hein, les actions de base sont tout ce que ne sont pas les actions gratuites. Donc une action de combat, y compris lancer un sort, la détection de piège, le fait de fouiller, de se préparer au combat, le repos, le déclenchement des pièges, tout ça, ce sont des interruptions qui vont provoquer la fin du déplacement. Voilà. Donc si la magicienne ici fait 6 dés de déplacement et se déplace de 4 fouilles, elle ne peut plus se déplacer, puisqu'elle s'est déjà déplacée une fois. Voilà pour les déplacements à interruption. Donc le déplacement, on peut pas le décomposer entre deux morceaux d'action de base. On peut, par contre, utiliser des actions gratuites, telles que déclencher un événement R1, boire une potion, consommer une substance ou désamorcer un piège, et même passer un pacte avec le maître des ombres. Ça, c'est gratuit en termes d'action. Et les autres actions impliquent que le déplacement est terminé. Revenons maintenant sur le tour complet. Enfin, sur le tour complet. Donc le tour complet du jeu se décompose d'abord la phase de l'esprit des runes, ensuite la phase du maître des ombres, et ensuite la phase des aventuriers. L'aventurier, chaque aventurier dispose normalement de 2 actions de base et d'autant d'actions gratuites qu'il lui est possible de faire, sachant que certaines actions gratuites sont limitées à une occurrence par tour. Et là, chacun son tour doit réaliser l'intégralité de son tour. Si l'archer commence son tour, se dit bah, je vais me placer devant la porte, il ne peut pas se dire bah, je vais attendre que la magicienne arrive et puis on fera une attaque groupée euh, que moi je vais piloter. En l'occurrence, l'attaque groupée pourrait être pilotée par la magicienne. Il ne va pas pouvoir décomposer son tour en se disant bah, je verrai qui je vais attaquer une fois que la magicienne aura attaqué. S'il joue d'abord, il joue l'intégralité de son tour. Donc 2 actions de base. Voilà pour cet élément-là. Un dernier point de précision. La mort d'un aventurier. Pour cela, je vais retourner à la page 14 du livre des règles qui indique en gros qu'on a 4 options d'aventure pour ressusciter et une option de village pour ressusciter. L'option de village, si l'aventurier, je vais vous la lire un petit peu parce qu'en fait, un aventurier mort ne peut plus réaliser d'action, ne peut plus être soigné non plus. Il a 4 options et il peut attendre plusieurs tours pour réaliser l'une des 4 options. Dépenser un point de destin, utiliser un objet immédiatement quand il meurt pour le ressusciter, attendre qu'un allié le ressuscite avec un objet,
ou faire un pacte de résurrection. S'il fait l'un de ses choix, alors il ressuscite, sinon l'aventurier peut rester mort jusqu'à jusqu'à la fin de la quête. Il réapparaîtra alors au village avec tous ses points de vie. Mais s'il choisit cette option, alors l'aventure s'arrête ici pour lui. Il conserve bien sûr ses points d'expérience gagnés, mais ne gagnera pas de points d'expérience accordés par les objectifs de quête. En particulier, quand on demandera est-ce qu'il gagne des niveaux à la fin de la quête, bah non, il est mort et il n'a pas ressuscité. Donc on notera juste l'ajustement de niveau et puis on fera la mise à jour finalement au village pour voir s'il a gagné un niveau ou pas. Je rappelle ça parce que c'est pas les choix qu'on a fait lors de la dernière. En fait, on était relativement approximatif sur bon nombre de règles et j'en suis premier fautif lors de la dernière partie. Donc je pense qu'il était utile de revenir sur tous ces points.